et à toutes. Donc, je suis chargée de mission pour les unions départementales et régionales de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je vais vous présenter un travail que l'on a mené depuis 6 mois auprès des familles, des usagers, des professionnels pour établir une sorte de diagnostic sur ce qui se passe aujourd'hui en région sur la prise en charge d'une personne en situation de souffrance psychique. Donc ce travail a pris naissance par le biais d'un appel à projet qui avait été lancé par l'ARS en démocratie sanitaire, puisque la démocratie sanitaire cherche toujours à utiliser ce que les usagers et les patients peuvent faire remonter comme information. Et donc nous avions saisi cet appel à projet pour lancer une large concertation sur cette problématique du parcours de soins. Elle s'est organisée de deux façons. On avait organisé dans un premier temps des concertations dans des départements de Bourgogne-Franche-Comté. On en avait une par département hors la Nièvre. Et puis il s'agissait d'interroger les familles, les usagers, les professionnels sur la manière dont elles vivaient le parcours de soins. L'idée là, c'est bien de vous présenter la manière dont les gens vivent ce parcours de soins. Avec pour objectif de repérer les points de blocage, voire les pistes même d'amélioration, puisque là je vais vous en présenter quelques-unes qui étaient mises en avant par les familles, les usagers, les professionnels. Et puis nous avons clôturé aussi par 2 forums citoyens qui ont eu lieu, un à Baume-les-Dames et un autre à Auxerre, au courant du mois d'avril. Donc je vais essayer de vous en faire la synthèse, qui n'a pas toujours été évident au cours de ce travail-là. Donc je vais vous le présenter sous forme de 5 points. Je vais essayer d'être assez clair. Donc un premier point sur le rôle et la place de la famille au sein de ce parcours de soins et surtout de ce parcours de vie, puisqu'en fait le parcours de soins c'est un morceau de parcours de vie. Le temps de la crise, puisque c'est une problématique assez forte, puisqu'en fait comme ces maladies ont une particularité, c'est leur chronicité, et il y a quelques difficultés à ces moments de crise. L'hospitalisation, comment celle-ci se passe. Les soins ambulatoires sur l'ensemble de la vie du patient. Et aussi les actions qui sont appréciées, puisque en fait il n'y a pas toujours que des problèmes, mais il y a aussi des choses qui sont appréciées. Donc tout d'abord en ce qui concerne la place et le rôle de la famille. Alors déjà, quel rôle les familles estiment-elles avoir, elles, autour du patient dans leur parcours de vie ? Souvent, elles souhaitent faire preuve de bienveillance, accueillir leurs proches au domicile, leur rechercher des solutions d'hébergement, les aider dans leur organisation de la vie quotidienne, dans l'organisation de la vie administrative, leur apporter un soutien moral, un soutien psychique aussi, les accompagner dans le soin, être aussi des lanceurs d'alerte quand les situations de rechute arrivent. Donc, la place de la famille est assez large, Marie-André Blanc en avait parlé. Quel rôle les familles ont-elles dans le parcours de soins? Alors là, le rôle est bien plus compliqué, complexe, il reste mal défini, très variable, selon les territoires, selon les professionnels qui entourent l'usager. Pourquoi? Parce que l'accès à l'information est très variable, et aussi que l'association de la famille, elle aussi, est très fluctuante selon les situations, les territoires. L'accès à l'information reste donc un enjeu fort pour les familles. Elle définit leur rôle, leur niveau d'implication dans ce parcours de soins de leurs proches. Alors, si l'information ne circule pas, les familles ont le sentiment de n'être interpellées que pendant des situations de crise, et pour mettre en place une hospitalisation sous contrainte, utiliser les camisoles, enfin, elles ont le sentiment de n'être interpellées que vraiment dans des situations particulières. Par contre, quand l'information circule, ce qui arrive aussi, c'est que là, elles se sentent actrices, elles assurent en fait la prise en charge des traitements, des rendez-vous. Elles sont vraiment là considérées comme des accompagnants dans la vie de leurs proches. Dans l'organisation des soins, plusieurs paramètres peuvent favoriser ou non la circulation de l'information. Tout d'abord, le droit et la volonté du patient. Sous couvert du secret médical, les professionnels vont indiquer plus ou moins de choses concernant l'usager. Les pratiques des professionnels en santé. Selon leur conception des soins, la famille est plus ou moins associée ou mise à l'écart.
L'organisation, par exemple, dans l'organisation de soins, il est arrivé que dans certains établissements, les familles sont obligées de demander de manière motivée des rendez-vous avec des professionnels. Dans des cas de forte période d'activité pour les établissements, la circulation de l'information est moindre, alors qu'à contrario, quand il y a une coordination des soins, les familles, elles, sont informées et on voit ça de manière très positive. L'accès à l'information est nécessaire pour la compréhension de la situation, tout d'abord. Pourquoi? Elles doivent savoir, les familles, ce qu'elles doivent faire par rapport à leurs proches. Elles sont toutes en demande de développer aussi des compétences qui soient adaptées vis-à-vis de leurs proches. Connaître les symptômes annonciateurs d'une crise et savoir comment les désamorcer, voir comment réagir. Connaître les effets des médicaments, puisqu'en fait, il y a de nombreux effets secondaires qui peuvent apparaître et qui ne sont pas toujours compréhensibles pour l'entourage. Et avoir de l'information sur le devenir du proche, puisqu'en fait, le parcours de soins s'intègre dans un parcours de vie et les familles ont un besoin d'un meilleur positionnement. Donc les familles ont besoin d'une circulation de l'information qui va dans les deux sens, aussi bien de la famille vers l'équipe médicale, mais de l'équipe médicale vers la famille. Pour plusieurs choses, pour aider au diagnostic grâce à leurs observations, pour aider au suivi médical, en facilitant les démarches, par la prise de rendez-vous par exemple, si le proche a besoin d'eux, en faisant part des modifications de comportement, voire des signaux d'alerte qui sont précurseurs d'une crise probable, en informant des hauts, des bas, des facteurs de réussite, des facteurs d'échec, et en informant aussi sur la vie du patient. L'accès à l'information donc permet aux familles d'être considérées dans le parcours de soins de leurs proches comme des acteurs et avoir un rôle bien défini. Ce qui leur aide surtout, ce qu'elles cherchent surtout, c'est avoir une vraie place pour pouvoir avoir une juste distance vis-à-vis de leurs proches qui sont en souffrance ou non, puisque l'on oublie aussi parfois la fratrie qui est en difficulté. Et d'être également reconnus comme des aidants familiaux, puisqu'on en a rencontré plusieurs qui avaient ces caractéristiques-là, qui se sentaient donc essoufflés face à cette prise en charge. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne donc la circulation de l'information et surtout donc le rôle de la famille. Est-ce que les familles donc de la région attendent? En ce qui concerne donc les temps de crise, nombreuses sont les familles qui estiment être seules à gérer les temps de crise. Il y a à peu près 75% des personnes qui sont en souffrance qui vivent dans leur cercle familial. Donc face au déni de leurs proches et parfois au manque de réponse de l'équipe médicale, les familles nous ont indiqué être souvent face à une forme d'impuissance, d'être en manque de repères, d'être dans une solitude exacerbée, voire d'épuisement. Les conséquences d'une hospitalisation, elles le savent, ça peut avoir des conséquences à long terme sur leurs relations avec leurs proches, donc elles hésitent à faire le 15. Donc une fois qu'elle est prise, que la décision est prise, les familles se trouvent face à certaines difficultés. Puisqu'en fait, la vraie difficulté en ce qui concerne la prise en charge d'urgence, c'est surtout une prise en charge qui reste trop longue pour elle. Il est nécessaire d'obtenir le consentement de la personne et elle peut changer d'avis rapidement, ce qui fait que cette situation peut être difficile. Ce n'est pas une jambe qu'on doit réparer. Donc elles sont face aussi à d'autres difficultés qu'elles nous ont donc soumises, donc des médecins régulateurs qui ne comprennent pas toujours la difficulté de la situation, des services d'urgence où il n'y a pas toujours des professionnels qui sont en capacité de répondre, il peut y avoir un infirmier mais pas nécessairement de médecin. Il n'y a pas toujours une équipe mobile aussi pour évaluer la situation sur place. Et la prise en charge des urgences psychiatriques n'est pas toujours différenciée avec les autres prises en charge d'urgence. Les familles, les professionnels, les usagers nous ont indiqué plusieurs pistes d'amélioration. Pour elles, gérer l'urgence, on pourrait travailler sur deux choses. Tout d'abord, le fait d'éviter les rechutes avec le biais de l'information. Et aussi donc en améliorant justement la prise en charge des services d'urgence au moment de la difficulté. Alors plusieurs pistes ont été proposées. Sensibiliser les familles aux signes de rechute, développer le rapport de confiance entre les professionnels de santé, les familles, quand elles indiquent des signes de rechute, rendre plus accessibles les CMP quand les symptômes de rechute existent, il y a encore trop de délais d'attente pour obtenir des rendez-vous, et que chaque aussi patient ait un référent
qui puisse inventorier donc, les symptômes et adapter la prise en charge en fonction de la gravité des symptômes. Elle propose également différentes pistes d'amélioration en ce qui concerne la gestion de l'urgence à proprement parler, donc en développant la formation des médecins régulateurs, des pompiers, pour une meilleure prise en compte donc, des appelants, mais des patients, oui. Nombreux les appelants marquent leurs difficultés face à l'incompréhension de l'urgence par les médecins régulateurs. Développer les équipes mobiles dans l'ensemble du territoire. Développer les urgences de psychiatrie de proximité. Dans les services d'urgence, faire en sorte qu'il y ait toujours une personne qui soit en capacité de signer un papier pour une hospitalisation. Développer et proposer aux familles des formations qui aident à prendre du recul et à avoir les bons comportements. Et agir surtout très en amont dans les phases de stabilisation pour définir une personne de confiance. Voilà en ce qui concerne les urgences. Je vais passer au troisième point, donc, qui concerne donc l'hospitalisation. Les familles ont mis en avant l'extrême hétérogénéité en fait, de la prise en charge sur les territoires en Bourgogne-Franche-Comté. Elles ont émis différents points de vue en ce qui concerne donc, les différents freins à l'accès aux soins. Tout d'abord, le manque de lits, l'organisation hospitalière n'est pas toujours en adéquation avec le besoin du moment. Donc, le manque de lits, pour elle, se matérialise par différentes conséquences. Par exemple, par un renvoi rapide au domicile. Se pose alors la question de la possibilité d'y vivre, donc à ce domicile. Le lieu de vie n'est pas toujours adapté pour ce retour, d'ailleurs. Elles mettent en avant aussi le manque de préparation des sorties hospitalières. En fait, il faut pouvoir préparer un retour à domicile, ça ne se fait pas comme ça. Et parfois, une sortie d'hospitalisation trop rapide génère des difficultés dans cette prise en charge de la vie quotidienne, qui peut avoir plus tard ensuite un impact sur la santé mentale. Le manque de coordination, même au sein même de certains établissements, les familles mettaient en avant que l'information qu'ils pouvaient avoir de certains soignants pouvait être contradictoire de l'un à l'autre. Le manque de coordination entre l'hôpital et les acteurs des soins ambulatoires, et bien sûr le manque d'information, puisque ça a des impacts sur la coordination de soins. Les familles donc, nous ont proposé donc, différentes pistes d'amélioration, et la première, c'est surtout d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire régional. Alors, quelles sont les pistes qu'elles ont émises en ce qui concerne donc, le patient? Elles souhaitaient éventuellement le regroupement des patients suivant leurs troubles, développer aussi des activités pour les patients durant leur hospitalisation pour qu'il y ait un meilleur retour à la vie sociale, donner la possibilité aussi du droit de visite pour les familles, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour la coordination des soins, elle souhaiterait la mise en place d'une transmission de l'information efficace, pourquoi pas utiliser les nouvelles technologies. Développer la coordination entre donc, les acteurs du soin intra ou extra-hospitaliers. En ce qui concerne la famille, elle souhaiterait que les médecins, les professionnels de santé développent un langage qui soit plus compréhensible et qu'il le soit aussi pour tous les acteurs des services médico-sociaux. Et bien sûr, donc, développer la communication donc, entre la famille et l'hôpital, surtout pour une bonne connaissance, mais aussi pour un rapport de confiance. En ce qui concerne donc l'ambulatoire, cette prise en charge qui est au quotidien, donc certaines difficultés sont aussi marquées donc, par les familles, par les usagers lors de ces consultations. Bien sûr, le manque de psychiatres. Donc certains départements, on nous a indiqué gérer la pénurie, les délais d'attente qui sont trop longs pour des temps d'écoute qui sont parfois limités, le difficile accès à des soins en médecine libérale, faute de moyens, les CMP qui ont tendance à ne pas prendre de nouveaux patients. Les médecins traitants aussi qui doivent prendre en charge des situations pour lesquelles ils ne sont pas nécessairement formés alors qu'ils doivent mettre en place des protocoles médicaux. D'autres éléments donc, viennent aussi rendre ce parcours en ambulatoire difficile parfois. Le droit du patient à ne pas se faire soigner. En cas de rendez-vous raté, les professionnels de santé ne vont pas systématiquement prendre des nouvelles. Donc là, la famille aurait pu prendre le relais. Et là, ça peut entraîner donc, une rechute. Et enfin, le manque de coordination entre les acteurs, faute d'informations coordonnées,
les symptômes de rechute peuvent arriver et après la prise en charge peut être plus longue et donc le soin plus long. Les familles, là encore, ont proposé différentes pistes d'amélioration, que ce soit pour le patient, pour la démographie médicale, la coordination des soins ou les familles. Alors pour le patient, c'était de développer un suivi, une écoute pour limiter l'usage de médicaments, puisqu'en fait souvent les effets secondaires ont été martelés donc, par les familles et les usagers. Pour les soins et la démographie médicale, augmenter donc les capacités des CMP, développer les visites à domicile avec les équipes mobiles pour voir effectivement ce qui se passe vraiment sur place, notamment par le biais du logement, voir comment celui-ci est. Par le fait de développer aussi de la formation spécifique auprès des infirmiers, des médecins traitants, à la psychiatrie. Pour le développement de la coordination, il mettait en avant toujours et encore donc, le fait que la communication et la coordination se fassent entre les soignants en intra- et extra-hospitalier. Travailler sur le rôle et la place de la personne de confiance et du référent familial, et développer l'information des services existants et travailler à la mise en place d'un professionnel référent. Et enfin, pour la famille, donc, développer le lien avec la famille, donc, entre soins ambulatoires et famille. Je vais conclure par les actions qui sont appréciées, donc, qui sont appréciées et qui ont été mises en avant donc, lors de ces consultations et de ces forums. Donc le développement de traitements sans effet secondaire, donc le fait de travailler davantage sur ces médicaments. La connaissance personnalisée des patients par les professionnels de santé, une bonne information entre les équipes hospitalières, le développement de liaisons entre les services de santé et les structures médico-sociales, des réunions régulières entre les équipes de soins, les patients, les familles, et la coordination entre tous les services. Donc l'ensemble de ces travaux nous ont permis de travailler sur des pistes d'amélioration. Elles vous seront proposées par Françoise Plassard au terme donc, de cette journée. Elles reprendront appui en partie donc, sur les observations qui vous ont été proposées donc, ce matin. Voilà. Bravo, merci Sandrine, merci infiniment.